Vous vous souvenez de l'affaire de cet Américain qui a simulé sa mort et s'est fait passer pour un Britannique afin, soi-disant, d'échapper à des poursuites? Objection, Madame la juge, c'est aussi complet que moi. Eh bien, son passé l'a finalement rattrapé après plus de 10 ans. Il a quitté le pays pour éviter une enquête. Il a adopté un pseudonyme et même face à cette affaire, il a refusé d'admettre son identité. Nous expliquerons comment il a évité la détection pendant des années et la peine prononcée par le juge dans l'une de ses affaires criminelles. Je ne suis pas coupable de cela. Ces femmes mentent. Ceci est Inside the Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. L'affaire de Nicolas Rossi a attiré l'attention internationale. Il a utilisé différents pseudonymes pendant des années, allant même jusqu'à prétendre, à un moment donné, qu'il était un orphelin irlandais. C'est juste un Américain tentant de fuir plusieurs accusations de viol. Né Nicolas Aldo Varian, il est ensuite devenu Nicolas Rossi puis Arthur Knight Brown. Êtes-vous Monsieur Rossi? Êtes-vous Monsieur Rossi? Est-ce que c'est un oui? Je m'appelle Alvin. Je pense que je vais devoir aller en prison. Répète ce qu'il a dit. J'ai vraiment du mal à l'entendre. Qu'est-ce que c'est? Je m'appelle Alvin Knight. Il s'appelle Arthur Knight. Je n'entends pas, votre honneur, pour qu'il décline son identité. Oui, nous ne l'entendons pas du tout. Pouvez-vous lui demander? Pouvez-vous indiquer votre nom et votre date de naissance? Approchez-vous un peu. Je m'appelle Arthur Chevalier Brun. Ma date de naissance est le 22 novembre 1996. D'accord, je ne le fais pas. Je pense que nous avons un problème pour comprendre qui est cette personne. Je ne comprends pas. Ce n'est pas le 36? Votre honneur, nous l'avons identifié comme Nicolas Rossi et il dit s'appeler Arthur Knight. C'est l'un de ses alias. Votre honneur, Tamar Bosque pour l'État. Cet individu a été extradé et il n'a pas donné son nom ou sa date de naissance de façon précise. Et donc, je ne pense pas que nous allons réussir à ce sujet aujourd'hui non plus. C'est aussi connu sous le nom de... Objection. Madame, c'est tout ce que je peux dire, et je demanderai à votre seigneurie que l'accusation appelle Hawaï. Alors, Monsieur Knight, je vais... D'abord, j'ai fait appel devant la Cour suprême. Moins de 9 mois après l'audience, il a admis qu'Arthur et Nicolas sont la même personne. L'État affirme qu'il existe des preuves claires et convaincantes contre monsieur. Rossi est susceptible de fuir la juridiction du tribunal si l'individu est libéré sous caution. Après avoir examiné attentivement les preuves présentées, le tribunal conclut que l'État a démontré par des preuves claires et convaincantes que cela est vrai. Les faits contestés entourant le départ de M. Rossi des États-Unis et son retour dans le cadre de l'extradition démontrent que son risque de fuir la juridiction du tribunal s'il est libéré sous caution est très élevé. Le tribunal parvient à cette conclusion sur la base des faits suivants. À un moment où la Fondation Alaverde faisait l'objet d'une enquête pour fraude, Nicolas Rossi a quitté les États-Unis. Il a eu une conversation avec un agent du FBI au cours de laquelle il a indiqué qu'il avait choisi le pays de sa destination parce que l'Irlande ne l'extraderait pas. L'agent du FBI a confirmé le départ de M. Rosley, M. Rossi, sur un vol d'American Airlines en 2017. Il est parti avec un passeport américain et a débarqué à Dublin.
Le témoignage indique que le 9 janvier, M. Rossi a obtenu une réduction de statut de délinquant sexuel par l'État de Rhode Island. Le lendemain même, il a été annoncé sur le site de la Fondation Alverde que M. Rossi avait un cancer. Plus tard, en février, une nécrologie a été publiée pour M. Nicolas Rossi, encore en février 2020, indiquant qu'il était décédé. M. Rossi était décédé et avait été incinéré puis enterré en mer, avec seulement sa femme et ses enfants comme témoins. 7 jours avant la publication de l'avis de décès, M. Rossi ou quelqu'un d'autre a publié sur son compte de réseau social qu'il avait épousé Miranda Knight. En réalité, M. Rossi n'était pas mort. Il continuait à mener ses affaires en Europe. M. Rossi a nié catégoriquement être Nicolas Rossi et a affirmé qu'il s'appelait Arthur Knight. Finalement, cette procédure d'extradition a abouti à son retour dans l'État de l'Utah, son retour aux États-Unis, puis dans l'État de l'Utah, où cela a été confirmé, et cela figure dans la transcription de l'audience préliminaire. Il a été confirmé que l'écouvillon acide désoxyribonucléique prélevé sur le prévenu était bien celui de Nicolas Rossi et que la correspondance acide désoxyribonucléique a été confirmée. Et aujourd'hui, M. Rossi ne nie pas que Arthur Knight et Nicolas Rossi sont en fait la même personne. Il est vrai que M. Rossi fait actuellement face à des problèmes de santé qui pourraient rendre sa fuite des États-Unis plus difficile. Mais je ne suis pas convaincu que cela empêcherait que cela se produise, que ces conditions empêcheraient que cela se produise. Il a son épouse au Royaume-Uni qui lui fournit de l'argent de façon périodique. Cet argent peut l'aider dans sa potentielle fuite. Il n'a aucun lien avec l'Utah, de quelque nature que ce soit. Il fait face à une accusation de viol dans le comté de Salt Lake. Ce sont de fortes incitations à fuir la juridiction et il a déjà démontré sa capacité à le faire par le passé. Ainsi, le tribunal conclut que l'État a rempli son fardeau de preuves. J'ordonne la détention de M. Rossi sans libération sous caution. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cette affaire précise, nous devons remonter à 2008. C'est à ce moment-là que Nicolas a rencontré celle qui était alors sa petite amie. Nous ne dirons pas le nom de l'ex-petite amie pour une raison précise. Ils se sont rencontrés en ligne à l'époque et ont commencé à sortir ensemble. Mais les procureurs ont dit que Nicolas n'était pas vraiment celui qu'il disait. Nicolas semblait gentil, instruit et intelligent. Il l'a vite poussé à l'épouser. Elle doutait, mais il était très charmant. Moins de 2 semaines après leur rencontre, ils étaient déjà fiancés. Ils ont visité une bijouterie au centre commercial. Et il l'a poussée à acheter pour eux deux des bagues de fiançailles, en la rendant responsable du paiement des bagues, sous la demande de crédit qu'ils ont remplie ce jour-là. Après les fiançailles, Nick a changé et lui a demandé de lui prêter plus de 1000 $. Il voulait toujours être au centre et est devenu contrôlant. Il exigeait toujours d'être celui qui conduisait, même lorsqu'ils étaient dans sa voiture. Il insistait pour être celui qui prenait les décisions, et il critiquait les choses qu'elle portait. Il critiquait ses vêtements. Quelques semaines après leur fiançailles, elle en a eu assez. Elle lui a dit qu'elle en avait fini avec leur relation. Elle a retiré sa bague de fiançailles et l'a jetée dans son sac à main. Au centre commercial, elle est allée au parking pour prendre sa voiture, mais il l'a suivie au lieu d'accepter leur rupture. Lorsqu'elle s'est enfermée dans sa voiture, il s'est placé devant pour l'empêcher de partir. Il lui a crié dessus et frappé sa voiture de la main. Effrayée, elle a fini par céder et l'a laissé monter dans la voiture. Elle l'a raccompagné chez lui, mais à l'arrivée, il a refusé de descendre de la voiture. Il l'a menacée et il n'a cessé de lui crier dessus pendant près d'1 heure. Il s'est apaisé et l'a invitée à entrer pour parler. Elle a accepté, mais une fois à l'intérieur, elle lui a de nouveau dit que leur relation ne marcherait pas. Il s'est de nouveau énervé, il l'a poussée sur le lit, il s'est mis sur elle et l'a maintenue. Il lui a baissé pantalon et culotte.
Et pendant qu'elle était allongée là, terrifiée, il a mis son pénis dans son vagin. L'État veut que vous croyiez 2 récits distincts. 7 semaines, 2 histoires différentes de 2 femmes différentes, 2 récits de viol. La première histoire, vous en avez déjà entendu un peu parler, vous en avez entendu une description. Imaginez cela avec moi. La première histoire, c'est celle d'une mère de 26 ans. Elle est un peu au sommet de sa jeunesse adulte, elle commence tout juste, elle lance les choses. Et à ce moment-là, elle a un accident qui lui laisse une grave lésion cérébrale, le traumatisme crânien. Elle doit s'arrêter, elle doit faire une pause. Tout cet élan qu'elle avait, elle doit faire une pause et guérir. Et donc elle est enfermée chez ses parents, elle est avec sa mère et son père. Et seulement quelques mois, 2 mois après cette lésion cérébrale, une blessure qu'elle aura pour le reste de sa vie, elle décide de recommencer à rencontrer des gens. Et elle va sur Craigslist et elle trouve une petite annonce et elle y répond. C'est l'annonce de Nick. Ce qui suit ne peut être décrit que comme une romance tourbillonnante. Quelque chose qu'on entend vraiment seulement dans le comté d'Utah ou dans l'émission 90 jours pour se marier. Elle rencontre Nick le jour de son 27e anniversaire. Et cette rencontre doit plutôt bien se passer, parce que 7 jours plus tard, il vient à Thanksgiving avec sa famille. Et le lendemain, le Black Friday, ils vont acheter des bagues et ils se fiancent pour se marier. Mais comme toutes les relations qui commencent aussi vite, ça s'essouffle. Nick. Et ils commencent à se disputer. Ils commencent à ne plus être d'accord sur le fait de se marier. Tous les deux commencent à avoir des doutes. Elle est contrariée à cause de la dette qu'elle a à cause des bagues. Elle porte plainte au tribunal des petites créances et change 2 fois de numéro. Elle s'éloigne et ne se préoccupe plus l'une de l'autre. Jusqu'à 13 ans plus tard, en regardant les informations, et elle voit Nick sur les informations. Et elle dit « Et c'est ce gars-là. C'est mon ex-petit ami nul, celui qui m'a fait perdre mon temps dans la vingtaine. Celui qui me faisait tout payer, qui m'a fait payer nos propres bagues de fiançailles. Celui qui m'a laissé avec cette dette, c'est lui. » Et elle se met en colère et toutes ces années de rage et de ressentiment commencent à remonter à la surface. Et elle appelle la police et elle dit « C'est cet homme qui m'a violée il y a 13 ans. » C'est ce qu'elle dit. Vous n'allez pas avoir le rapport de police de 2008, vous n'allez pas avoir une date exacte. Je doute que vous sachiez précisément où cela s'est produit. Vous allez juste avoir quelques informations de 2022 et quelques pièces de puzzle aléatoires que l'État va vous lancer. Les procureurs de Salt Lake affirment qu'après le viol, la victime l'a dit à ses parents, mais rien n'a été fait et elle a perdu espoir. Elle voulait couper les ponts avec Nicolas et a changé de numéro. Il l'a alors contacté par email. Les procureurs disent qu'elle a intenté une action civile pour récupérer l'argent qu'elle avait utilisé pour acheter la bague qu'il a finalement gardée. Nicolas lui a envoyé des emails menaçants. Elle n'a plus eu de contact avec lui. Nicolas a ensuite continué à avoir des ennuis. La même année, il a été accusé d'agression sexuelle sur une femme dans un collège du comté d'Utah. Il a réussi à échapper à toute responsabilité dans les 2 affaires pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'une des victimes remarque que l'homme qui l'avait agressé passait à la télévision, avec un autre nom, une autre apparence et un autre accent. Quel type d'accusation a été porté dans l'affaire du comté d'Utah? Et de quand date cette accusation? D'accord, donc l'affaire dans le comté d'Utah concernait à nouveau une agression sexuelle signalée. Et donc, l'acide désoxyribonucléique provenant de ce kit d'agression sexuelle a été soumis à des tests dans le cadre du programme Système d'analyse criminelle intégré, comme je l'ai décrit plus tôt. Et donc, cette affaire a nécessité une enquête et un suivi, ce qui a ensuite mené à d'autres informations. Quand et où a eu lieu l'agression sexuelle dans le comté d'Utah aurait-elle eu lieu?
Votre meilleur souvenir? Je suis désolé, ça fait un moment que je l'ai consulté. C'était en 2008. Je me souviens que c'était vers l'été, la fin du printemps, ou comme le printemps-été de 2008. D'accord. Et c'était dans quelle ville? Orum était l'agence déclaratrice. D'accord. Donc, et je suis désolé, j'ai juste oublié votre réponse. C'était à peu près quand? Quand avez-vous dit? Vous avez en quelque sorte pris la direction de l'enquête dans cette affaire, Orum. Je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'était en 2020, vers la fin décembre ou début janvier. D'accord, vous avez entendu? Je saute maintenant dans le temps. Est-ce que les médias ont commencé à s'intéresser à cette enquête et à l'enquête qui a suivi plus tard? Ouais. À la suite de cette attention médiatique, avez-vous eu des nouvelles de quelqu'un du comté de Salt Lake? Oui, j'en ai eu. De qui avez-vous eu des nouvelles? Dans ce cas, je n'utilise ni initial ni nom complet. Que préférez-vous? La préférence de l'État serait les initiales. D'accord. Donc, S a pris contact et a indiqué qu'elle avait une relation avec la personne mentionnée dans les médias. Nommé Nicolas Rossi ou Nicolas Alarissian, elle le connaissait sous le nom de Nicolas Rossi. D'accord. L'avez-vous interrogé? Je l'ai fait. Alors, comment a-t-il réussi à faire ça? Eh bien, après avoir quitté l'Utah, il s'est fait un nom dans un autre État. Il se faisait appeler Nicolas Aldivarian et défendait le bien-être des enfants, critiquant le département des enfants, de la jeunesse et des familles de l'État, affirmant être ainsi une cible politique. C'était nécessaire pour garantir que je sois en sécurité. Et plus tard, pour protéger ma famille, Il a simulé sa mort et publié une fausse nécrologie en ligne qui disait en partie, citation, « Le combat de Nicolas Aldivarian pour la vie s'est terminé le 29 février 2020. Les enfants et familles, suivis par le département des enfants, de la jeunesse et des familles de Rhode Island, qui l'a inspiré et guidé à travers les difficultés gouvernementales, ont perdu un guerrier qui a combattu en première ligne pendant 2 décennies. Monsieur Aldivarian est décédé 2 mois après avoir annoncé son lymphome non-hodgkinien à 32 ans. Au chevet se trouvait Madame Aldivarian, leurs 2 enfants et la famille élargie. Ses derniers mots ont été « N'ayez pas peur, courez vers la félicité du soleil. Ce serait une nécrologie touchante. » Sauf que Nicolas était bien vivant. Au moment où il a traversé l'Atlantique en avion, il avait changé son nom en Nicolas Brun, utilisant une fausse pièce d'identité. Il est arrivé en Irlande et le vol lui a peut-être permis de préparer son histoire. Il se fait passer pour un orphelin irlandais nommé Arthur Knight Brun. Il s'est enfui en 2020. De quoi se souvient-on le plus cette année-là? Covid. Nicolas, aussi appelé Arthur, a contracté le virus et a été hospitalisé à Glasgow. Les enquêteurs l'ont retrouvé en Écosse grâce à l'analyse de son iCloud et de ses relevés bancaires. Imaginez-vous sortir d'un coma dû au Covid et être menotté à votre lit d'hôpital. C'est ce qui est arrivé. Pendant très longtemps, littéralement des années. Nicolas affirmait que c'était simplement une erreur d'identité. Après une longue lutte contre l'extradition, un juge britannique a autorisé son extradition vers les États-Unis en août 2023. En janvier 2024, cela est arrivé. Même lors de sa première audience aux États-Unis, il a continué à faire semblant. Objection, madame, c'est tout ce que j'ai à dire. L'année suivante, il a été jugé à la fois pour l'affaire du comté d'Utah et celle du comté de Salt Lake, et il a été reconnu coupable dans les 2 affaires. Utah contre Nicolas Edward Rossi, affaire 221 906 768. Nous, les jurés dans l'affaire ci-dessus, déclarons à l'unanimité l'accusé coupable du chef d'accusation numéro 1, viol. Daté de ce 13e jour d'août 2025, signé par les 4 présents. Il n'a pas encore été condamné dans l'affaire du comté d'Utah, mais la juge du comté de Salt Lake a rapidement prononcé la sentence. C'est la définition même d'un risque de fuite. Il a quitté le pays pour éviter l'enquête. Il a pris un faux nom et, même face à cette affaire, il a refusé d'admettre qui il était. Nicolas Rossi n'a pas témoigné pour sa défense et a gardé sa déclaration brève lors de la sentence. Je serai extrêmement bref. Je ne suis pas coupable de cela. Ces femmes mentent et en temps voulu, nous ferons appel. Merci. Dans cette affaire, le juge a condamné l'ancien Arthur Knight Brown à 5 ans de prison à vie. Il a été officiellement transféré en prison le 22 octobre pour commencer sa peine. Nicolas Rossi purge actuellement sa peine au centre correctionnel central de l'Utah à Gunnison, dans l'Utah. Il doit être condamné dans l'affaire du comté d'Utah le mois prochain. C'est tout.
Regardez d'autres épisodes sur la chaîne YouTube Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner, c'était Inside the Crime.